Arfaoui. Alors, je me présente. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith Charret et je suis directrice générale du REFA, du réseau d'enseignement francophone à distance. Et j'ai ma collègue, Élodie. Élodie, si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Alors, c'est avec Élodie là, que vous travaillez le plus parce que c'est notre point de contact et notre point de communication. Donc, si vous voulez utiliser le chat, on est rendu 34 en ligne. Bravo, bravo, bravo. Très le fun. Si vous voulez utiliser le clavardage, je vous invite à le faire pour peut-être nous indiquer de quel établissement vous êtes, de quelle organisation. Oh. C'est moi, ça? Non. Non. Vous pouvez utiliser le clavardage. Bonjour, Marc. Alors, on ne tardera pas. Il est 12h01, alors on commence ça à l'heure. Alors, je vous souhaite la bienvenue au premier atelier. Et avant de débuter la présentation, on tient à rappeler que le REFAD est un organisme, un réseau pan-canadien et qu'on reconnaît qu'on est situé sur un territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité. Et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout dans le monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada. Et aussi, le REFAD a reçu un financement de patrimoine canadien du gouvernement du Canada pour mettre en place une stratégie visant à déposer un livre blanc sur l'établissement de normes ou de recommandations qui touchent particulièrement l'enseignement à distance quand on parle de accessibilité, d'inclusion, de diversité et d'équité. Donc, cette démarche va se dérouler dans la prochaine année et certains ateliers porteront particulièrement sur cet élément d'accessibilité ou d'inclusion à la diversité et à l'équité. Alors, merci à tous et toutes d'être présents avec nous aujourd'hui. Le premier atelier, alors on commence l'année en grand avec fatigue numérique et motivation des étudiants et étudiantes. Donc, c'est une bonne idée de commencer avec une réflexion là-dessus pour éviter cette fatigue numérique. Alors, c'est Stratégie inclusive pour un apprentissage à distance durable, animée par Mme Sana Arfaoui de l'Université TÉLUQ. Alors, je vous la présente, elle est présidente du Congrès international en équité, diversité et inclusion. Madame Arfaoui est professeure universitaire et membre du comité institutionnel en EDI de l'Université TÉLUQ au Canada. Elle est stratège en EDI et en responsabilité sociale des entreprises, administratrice de société agréée par l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Elle allie expertise académique et gouvernance stratégique. Formatrice agréée par Emploi Québec en EDI et en leadership inclusif, elle intervient auprès des diverses organisations publiques et privées. Coach professionnel certifié par la Fédération internationale de coaching, elle accompagne les leaders vers des pratiques plus inclusives. Mentor engagée, elle contribue activement au programme du Mentorat Québec et du réseau interuniversitaire québécois en EDI. Alors, Madame Sana, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est entre bonnes mains. Alors, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, merci. Je suis très contente d'être avec vous, avec la francophonie. Je vois déjà des noms que je connais, des collègues et des amis. Donc, bonjour tout le monde. Donc, de la francophonie et l'enseignement à distance. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va voir comment rendre notre système d'éducation des sciences inclusif. Et vous allez vous reconnaître peut-être dans certaines pratiques, dans certaines situations et sentiments. Donc, ce ne sera pas magistral aujourd'hui. Donc, il va y avoir de l'échange et tout. Puis, on va couvrir les éléments les plus importants. Donc, Elodie, je ne sais pas si tu veux que je commence à projeter. Oui, c'est bon.
Donc, on va aller vers ça. Donc, on a laissé les micros ouverts. Donc, Elodie m'avait demandé, j'ai dit, on est ouvert. Donc, s'il y a des questions, des commentaires et tout ça, on est prêt à les prendre live. Et aussi, donc, d'avoir une partie de discussion suivie à la fin pour enrichir le sujet. Donc, on fera ça au fur et à mesure. Alors, c'est quoi la fatigue numérique? Donc, ici pour que je puisse, moi, j'aimerais vous voir quand je me présente, parce que mon écran, il s'est mis en mode plein écran. Donc, la fatigue numérique et la motivation des étudiants. Comment on garde la motivation de nos étudiants malgré la fatigue numérique qui peut arriver? Et c'est quelle stratégie inclusive qu'on peut mettre en place dans notre façon d'enseigner, dans notre approche ou même dans le processus d'enseignement dans l'établissement même pour favoriser un apprentissage durable. Et ça, quand on parle durable, donc on va faire le lien avec, je le fais le lien avec les objectifs de développement durable, là, à 15 ans, à 10 ans, je veux dire. Donc, demain, le 25 septembre, c'est la naissance dixième année du plan de l'objectif de développement durable que l'a mis l'ONU. Puis parmi ces objectifs, il y a l'éducation de qualité. Et il y a plusieurs d'autres notions aussi d'équité, diversité et inclusion qui sont dedans, comme la réduction des inégalités et tout. Puis ça tombe bien qu'on est vraiment à l'anniversaire que nous sommes en train de parler de ce sujet-là. Donc, sans tarder, on va aller voir comprendre c'est quoi la fatigue numérique. Donc, la définition simple, c'est fatigue numérique, c'est un épuisement physique qui peut arriver. C'est un épuisement cognitif, peut être aussi sous forme d'un épuisement émotionnel, puis sont tous liés à l'usage prolongé d'outils numériques. Donc, on passe de plusieurs et plusieurs heures devant l'ordinateur, des tablettes, nos téléphones. Donc, ces outils numériques, ils peuvent causer parfois des épuisements de ces trois types-là. Donc, comment on va détecter cette fatigue chez nos étudiants et parfois aussi chez les professeurs aussi? Donc, toutes les deux acteurs au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage à distance. Donc, comment on peut détecter pour qu'on puisse prévenir les solutions, puis qu'on puisse aussi mettre en place les solutions puis les stratégies inclusives possibles? Donc, pour ça, c'est là qu'on va commencer à avoir l'interaction ensemble. Donc, selon vous, on va passer à un petit quiz ensemble. Donc, selon vous, vous allez apparaître ça, un code QR, vous allez le scanner et vous allez répondre quels sont les symptômes de la fatigue numérique selon vous. Quels sont les symptômes de la fatigue numérique? Qu'est-ce que vous pouvez, quand vous voyez une personne, comment ça peut s'illustrer cette fatigue-là physiquement et moralement sur la personne? Donc, il y a deux façons de se connecter. Donc, soit le code QR, ça vous amène directement, ou slido.com, puis vous mettez le code qui est en bas, 11 97 930. Là, je vois, il y a des personnes, ça commence à rentrer, 4, oui. Donc, ici. Et vous allez voir la beauté. Là, très bien. La tête, vitalité, yes. Perte de concentration, déséquilibré. Dans les yeux. Exact. Donc, vous voyez, je pense pas mal, c'est des choses que parfois on est capable de l'observer. Puis, l'utilisation du numérique, ça peut être parfois la cause. Absentéisme, fatigue, donc celle qui prend plus de place, la fatigue, les maux de tête, irritabilité, difficulté de concentration, perte de concentration, manque aussi de concentration, donc il y a beaucoup de concentration. Super, trouble de sommeil, oui, la perte d'énergie, perte d'intérêt, très bien, on parle de motivation. Les yeux aussi, moi, à force, j'ai commencé à mettre des lunettes de prix.
Donc, pour que ça puisse aussi enlever la fatigue des yeux, parfois, quand on est sur plusieurs heures sur l'écran. Donc, voilà, ben, je pense qu'on est tous conscients de symptômes. Puis là, ce qui nous reste, c'est savoir comment les détecter chez nos collaborateurs dans le milieu d'enseignement. Ça veut dire nos étudiants, nos collègues comme profs, parfois il y a d'autres types aussi de collaborateurs comme les correcteurs, les, euh, les personnes, les auxiliaires, parfois ça dépend comme chaque université, comment on l'appelle, les tuteurs, les auxiliaires d'enseignement et tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir comment on est capable de le détecter et surtout qu'on est, c'est pas, il y a un micro, je sais pas si on est capable de le fermer. Euh, donc, comment détecter ces symptômes-là, ouais. Donc, merci beaucoup. Donc, comment on peut détecter ces symptômes finalement pour qu'on évite de tomber dans cet épuisement physique, cognitif ou émotionnel et trouver les bonnes solutions de prévention et aussi de gestion de la situation par la suite. Donc, vous l'avez dit, la baisse d'attention, les maux de tête, les yeux secs, la démotivation, l'irritabilité. Donc, ce sont les principaux symptômes, comme vous avez décrit tout à l'heure, puis il y en a d'autres. Donc, mais ça, c'est les principaux selon les recherches. Donc, je vous donne quelques statistiques. Donc, selon Microsoft en 2021, selon la recherche, ils disent que l'activité cérébrale liée au stress augmente après 30 minutes de visioconférence continue. Donc, il y a des solutions qu'ils ont trouvées par la suite, mais cette étude-là, ça donnait que ça déterminait le stress, une augmentation du stress. Donc, en 2022 aussi, il y a une recherche qui a été faite qui a démontré que 54% des étudiants ressentent de la fatigue après des cours prolongés. Donc, la fatigue du corps, donc physique, la fatigue aussi parfois cognitive et émotionnelle, on la voit si on est devant les cours à distance pour des cours prolongés et en continu. Donc, la fatigue numérique, elle ne touche pas tous les étudiants de la même manière. C'est là où c'est l'intervention des principes ou des pratiques EDI. Puis, je sais que certaines entreprises qui travaillent sur ça au niveau professionnel, mais les universités puis les établissements d'enseignement, ils ont commencé à travailler aussi au niveau académique. Donc, comment on va amener des politiques inclusives dans notre institution pour qu'on peut traiter nos employés de façon équitable, mais qu'on accepte aussi leurs différences, puis les inclure dans notre parcours d'apprentissage. Donc, vous voyez quelques cas, puis comme je dis, c'est quelques cas parfois, c'est des cas qu'on connaît, mais c'est là où il faut commencer à mettre de l'importance sur ces cas pratiques-là, où c'est des situations que vivent nos parties prenantes comme employés, profs et le reste, dans toutes les personnes. Moi, quand je parle, c'est vrai qu'on est concentré sur les étudiants dans notre conférence, mais ce sont des choses qui s'appliquent aussi à tous les intervenants dans notre milieu institutionnel. Puis c'est ça qu'il faut prendre en considération quand on veut mettre en place une politique de DI dans l'institution. Donc, il y a les étudiants qui sont en situation de handicap. Parfois, parce qu'on parle pas juste de nos institutions ici au Québec. Il faut faire attention, on parle au niveau de la francophonie et au niveau mondial. C'est pas toutes les institutions académiques, universitaires qui mettent en place des interfaces qui sont accessibles à tous. Donc, c'est pas tout qui est accessible. Et dans ces situations, ces personnes ou ces étudiants qui sont en situation de handicap, c'est là où ils vont avoir plus de pression au niveau cognitif, puis au niveau physique et émotionnel. Puis, il va déterminer les symptômes de fatigue numérique sous la forme de fatigue cognitive et perte d'autonomie parfois. Donc, ils vont se sentir qu'ils sont de plus en plus en perte d'autonomie. Leur différence comme handicap, la situation d'handicap, ils vont la sentir un peu plus fort dans des situations comme ça qu'il n'y a pas l'accessibilité qu'elle a parlé tout à l'heure, Judith. Donc, l'accessibilité, oui, c'est un terme qui est trop lié maintenant à l'équité, diversité et inclusion. Donc, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, puis on travaille beaucoup dans tout ce qui est milieu académique.
Donc, les jeunes parents, donc on n'oublie pas que oui, les étudiants, il peut avoir aussi, même si c'est pas un milieu professionnel, il peut avoir aussi des jeunes parents comme étudiants. Et ils vont avoir parfois la difficulté de conciliation entre études et charges familiales ou des charges personnelles parfois. Puis on le voit beaucoup dans dans les cours, parfois qui sont asynchrones ou qui sont à distance, qui sont autonomes. Donc, c'est une difficulté qu'on la voit souvent. Puis c'est là où c'est un stress de plus. Donc, la majorité des commentaires qu'on reçoit quand ils sont, par exemple, en retard dans leur livrable ou qui ont manqué des dates d'évaluation et tout, la première chose qui va en sortir, c'est que ça fait avec mon horaire de travail, avec ma famille et tout, avec mes enfants, même mon conjoint, ma conjointe. Malheureusement, j'ai eu des situations qui m'ont permis d'avoir, mais qui m'ont obligé à avoir des retards dans mes livrables, dans le respect de mes délais. Donc ça, c'est une charge de plus qui va leur donner ce qu'on appelle la fatigue mentale. Donc ça leur cause aussi d'un stress accru. Parfois, c'est ici que ça demande l'accessibilité et ça demande aussi la flexibilité dans nos pratiques. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire hein, dans ce moment-là. Il y a aussi les étudiants issus de milieux défavorisés. Donc, c'est pas tout le monde qui ont la capacité d'acheter des ordinateurs ou d'avoir une connexion fiable. Donc, puis quand je vous dis, on parle toujours dans un contexte mondial, un contexte de francophonie. Donc, il y a aussi d'autres pays de la francophonie qui, majoritairement, la technologie, elle est pas accessible. Puis ça, c'est au niveau où c'est très coûteux aussi, qu'il n'y a pas des facilités non plus de financement ou d'obtention de ce matériel-là. Donc ça, c'est un autre enjeu de plus que il peut avoir ce qu'on appelle la diversité économique dans certains pays euh, où il y a des employés, des étudiants qui vont avoir les moyens pour acquérir euh, les outils, euh, les outils informatiques, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc ça aussi, ça va causer d'autres effets sociaux qui, l'isolement par exemple, ou c'est comme au niveau mental, c'est la frustration, et ça peut lui donner de même de sentir parfois qu'ils sont dans une situation d'inéquité sociale, qui se sentent pas vraiment inclus côté économique. Puis là, ça devient vraiment une autre type de situation d'inéquité qu'ils vont vivre. Donc, c'est pour ça, il faut aller voir, c'est à ce moment. Donc, j'ai donné trois exemples. Les exemples, ils sont plusieurs. Donc, on parlait tout à l'heure, l'emplacement de RIFAD. Là, ça commence très bien commencé. Donc, on est dans un milieu des puis on travaille beaucoup de l'inclusion des Autochtones dans les organismes, les organisations, puis les institutions. Donc, ce type aussi d'employés, comment on peut les attirer vers l'éducation en général, mais aussi l'éducation à distance dans des situations où ils ne peuvent pas être en présentiel dans les universités, dans les grandes villes. Comment on peut leur fournir des outils puis les moyens, puis répondre surtout que au niveau, peut-être je sors un peu du sujet, mais c'est un sujet très important, surtout avec l'emplacement de REFAD, c'est pour ça que je fais le lien. Donc, les Autochtones ont, on va dire, la démographie de la communauté autochtone, surtout au Canada, ici, est très jeune. Donc, il y a beaucoup de jeunes, puis que c'est ça, c'est une mine d'or pour l'économie canadienne et pour l'économie internationale aussi. Puis, il y a le taux, on va dire le taux de fréquentation universitaire est pas très élevé. C'est là où on va travailler, nous, comme institution aussi, comment on peut aller attirer ces étudiants-là, comment on peut répondre à leurs besoins, surtout que le besoin, plus souvent, c'est un besoin culturel au niveau de la communauté autochtone, comment on peut répondre à leurs besoins pour qu'on puisse leur offrir l'enseignement à distance et que ça soit tout accessible pour eux. Donc, c'est une autre type ou une autre situation aussi d'étudiants qu'on peut aussi les inclure dans nos pratiques, puis penser à leur offrir les accommodements possibles, puis l'accessibilité dans toute notre plateforme, nos plateformes et notre structure. Donc, une petite question à vous, puis là, on va aller avec les likes puis les cœurs. Donc, vous êtes habitués à liker, puis liker, c'est le terme des réseaux sociaux, et adorer des publications. Donc, ma question, c'est que qui, selon vous, qui sont le plus de fatigue? Je m'excuse, j'essaie de
de combattre ma rhume depuis ce matin. Donc, selon vous, c'est qui a le plus, qui sent le plus de fatigue? Les femmes ou les hommes? Donc, ceux qui disent que c'est les femmes ont mis cœur, puis ceux qui disent que ce sont les hommes, on va mettre le pouce. Donc, selon vous, c'est qui donne le plus de... Donc, avec la réaction, vous savez les réagir sur Teams. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vu beaucoup des mains, donc des pouces. On dirait que selon nous, c'est les hommes qui ont le plus de fatigue. Vous allez être surpris, ce sont les femmes qui déclarent qu'ils ont 14% de plus de fatigue que les hommes. Ça, c'est une recherche qui a été faite en 2021. Pourquoi nous, on a dit que c'était les hommes, selon vous, majoritairement? Oui, hein, vous pouvez participer par le micro si vous voulez. Je ne sais pas si Paulette, c'est une question, la main, ou j'ai vu une main levée. Ah, parfait. Donc, parfois, on a des préjugés au fond de nous, des biais cognitifs, des biais inconscients parfois ou des croyances. Ce sont parfois des limitations au niveau cognitif qui vont influencer nos décisions puis nos réflexions. Donc, une des croyances que la femme, elle tolère plus la fatigue, elle tolère plus la pression. Puis, il y a une autre croyance qui vont dire, ah, les hommes, ils vont se plaindre tous plus vite. Parfois, on parle de la grippe des hommes, la maladie des hommes, que c'est... Mais finalement, c'était les femmes qui ont déclaré eux-mêmes, donc dans cette recherche-là, ils ont déclaré qu'ils sont plus de fatigue numérique que les hommes. Donc, ça peut expliquer pourquoi on parle de lier dans ce cas-là entre hommes et femmes. C'est que nos préjugés puis nos croyances, parfois, dans des situations comme ça, ils peuvent nous tromper dans les solutions qu'on devrait mettre en place. Ce qui veut dire, donc, avant de commencer à penser à des stratégies inclusives ou des pratiques, des politiques dans à mettre en place dans une institution, il y a la partie peut-être diagnostic au début, il y a la partie analyse des besoins de mes intervenants dans mon institution, de voir qu'est-ce qu'eux y ont besoin avant. Donc, avant que je décide d'aller mettre en place peut-être des accommodements pour les hommes, peut-être je fais une petite recherche comme ça a été fait là, puis ils ont déterminé que c'était les femmes qui ont le plus de besoins. Puis là, on va essayer d'accommoder les deux, c'est sûr que c'est les deux genres et autres, mais il faut aussi voir pourquoi les femmes se sentent. Donc, il faut approfondir l'analyse pour dire pourquoi les femmes, ils ont ce sentiment-là, puis pourquoi eux, ils déclarent. Donc, j'ai Carole qui a dit peut-être parce que l'on dit que la femme est multitâche. Oui, ça aussi, comme je dis, on dit, puis pas juste on dit, là. Je ne sais pas, c'est sûr que ça passait, vous l'avez vu, la vidéo, peut-être majoritairement des personnes dans les réseaux sociaux, le monsieur qui parle du cerveau de la femme, puis le cerveau de l'homme, quand on exécute une tâche, puis tout ça, puis comment ça a l'air. Donc, c'était un scientifique qui a expliqué la différence, le fonctionnement du cerveau au niveau cognitif de la femme, mais ce qu'il a fait, c'était d'une façon vraiment très ludique. Puis, ça s'est expliqué comme il faut le phénomène. Effectivement, donc parfois, c'est sur cette base-là euh, on peut prendre nos décisions ou mettre en place les politiques sans qu'on va directement chercher les vraies causes. La fatigue numérique dans un environnement synchrone. Donc, synchrone, c'est quand on a des personnes devant nous. Parfois, il y a aussi une pression, une surcharge plus élevée que si on est en asynchrone. Donc, les cours qui sont en visioconférence, ça représente une surcharge sensorielle et sociale de plus. Donc, ce qu'on appelle parfois dans les termes pratiques la Zoom fatigue, ou la fatigue du Zoom. Donc, ça, c'est à force d'utiliser Zoom plus longtemps, donc il y a eu un terme au niveau de la fatigue numérique qui a été utilisé. Puis cette surcharge sensorielle et sociale, on la voit souvent dans ce type d'environnement synchrone.
avec, parfois, il y a la caméra qui est obligatoire. Donc, cette obligation-là, parfois, donne le sentiment d'anxiété, un sentiment de surveillance. Donc, les personnes, ils vont se sentir parfois qu'ils sont surveillés. Il y a aussi la multitâche qu'a parlé tout à l'heure Carole. Donc, on va se mettre à faire des tâches à côté, donc d'exercer le multitâche pendant le cours. Puis ça augmente la charge cognitive de la personne. Parfois, on a l'impression, on a donc le but de faire la multitâche, parfois, c'est qu'on veut accélérer nos affaires, nos administrations, accélérer nos tâches, exécuter des mêmes tâches pour qu'on soit plus efficace. Mais effectivement, cette efficacité qu'on cherche, en guillemets, ça peut augmenter notre charge cognitive. Donc, c'est là où il faut faire attention aussi. Le multitasking ou la multitâche, c'est aussi parfois dangereux sur la charge cognitive, puis ça peut amener, si on le fait, ça sera notre façon de faire, ça peut aller jusqu'à l'épuisement cognitif à certains moments. Donc, l'interaction constante aussi qu'on demande. Donc, il y a aussi certains cours ou certains apprentissages en visioconférence qui demandent toujours l'interaction constante avec les personnes. Puis, souvent aussi, il y a un contenu qui est un peu émotif. Donc, on va aller chercher l'expérience de la personne, partager des expériences, partager des points de vue ou ouvrir des discussions, par exemple, sur un volet social, un volet économique et tout. Puis parfois, ça peut amener aussi à des situations où nos émotions, ils vont sortir, puis ils vont travailler un peu plus que la normale. Donc, nos hormones émotionnelles, ils vont vraiment fonctionner un peu plus au niveau du cerveau et au niveau de le niveau cognitif. Donc, il peut amener certaines situations, ce qu'on appelle l'épuisement émotionnel. Donc, c'est là aussi, il faut faire attention quand on en demande beaucoup de surcharge sensorielle et sociale. Et quand je dis sensorielle, il y a des personnes parfois qui ont des sensibilités au niveau du bruit, sensibilités au niveau de la lumière, sensibilités aussi parfois au niveau des couleurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose au niveau de l'accessibilité, le côté sensoriel est très important à notre niveau, au niveau enseignement à distance, puis surtout côté post-secondaire, collégial ou universitaire, que parfois ce volet-là, on l'oublie dans l'enseignement à distance. Puis, ce sont des choses qui sont trop surveillées au niveau enfance avec les enfants. Donc, le côté sensoriel est très surveillé et social est très surveillé dans le primaire, au début du secondaire. Mais plus qu'on grandit, on arrête ce suivi-là, puis cet accompagnement. Mais parfois, les adultes aussi, étudiants adultes, puis les jeunes étudiants, puis même les étudiants professionnels, n'oubliez pas aussi qu'à distance, synchrone et asynchrone, majoritairement de la population étudiante aussi, pour ne pas dire majoritairement, mais un grand pourcentage, ce sont des professionnels aussi qui ont choisi l'éducation à distance comme un outil d'équilibre entre la vie professionnelle et le retour aux études parfois. Donc, ça, c'est la surcharge sensorielle et sociale est très importante à ce niveau-là, puis il faut la prendre en considération. Donc, l'effort d'attention, parfois on essaye de se concentrer beaucoup avec l'écran, parfois de lire ce qui est écrit dans l'écran, surtout quand on utilise beaucoup des diapos qui sont très remplis avec des textes, donc une surcharge visuelle aussi dans le matériel qu'on utilise. Puis ça va travailler beaucoup sur aussi le stress de un, la charge cognitive, mais aussi il va y avoir beaucoup de stress cumulatif de plus en plus. Puis ça peut amener à certains moments à la diminution de la concentration, parce qu'on en parlait beaucoup au début sur la concentration. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là que la concentration, ça peut être un élément à surveiller plus souvent dans nos outils qu'on met en place au niveau de l'enseignement. Comment on peut faire l'équilibre entre synchrone et asynchrone et pourquoi on le fait? Donc, on va aller vers le chat. Donc, si vous voulez, soit chat écrit ou vous voulez à voix haute. Selon vous, c'est quoi l'avantage au niveau synchrone et au niveau asynchrone? Il manque un O ici, je m'excuse. Donc, c'est quoi les avantages qu'on peut avoir
avec l'équilibrage, quand on équilibre entre les deux façons d'enseignement. Donc, on peut, donc les personnes qui veulent partager à vive voix ou sinon dans le chat si vous voulez. Caroline a dit pouvoir prendre des pauses de l'écran en asynchrone, oui. Ça peut aider à prendre des pauses. Au niveau synchrone, lien immédiat avec l'enseignant, donc les forums possibles, oui. Mettre des travaux individuels au moment synchrone, ça peut être aussi. L'autonomie de l'apprentissage dans la gestion de son énergie, très bien. Donc, avancer à son rythme quand on est asynchrone aussi. Donc, il peut aider dans l'équilibre famille et professionnel aux familles-études. Référence à des livres en matériel physique. Okay. L'asynchrone permet de respecter le rythme d'apprentissage des apprenants, exactement, donc avec le rythme. Très bien, donc vraiment, c'est tout, comme je dis, il n'y a pas des mauvaises réponses. Il n'y a que des avantages qu'on peut même créer nous-mêmes dans notre offre d'enseignement, dans notre approche d'enseignement. Meilleur sentiment d'appartenance en synchrone. Oui, à son rythme, reporter des travaux. Très bien. Poser des questions, avoir la réponse en temps réel, ça aussi, ça peut être un avantage au niveau synchrone. Super. Donc, vous voyez ici, niveau synchrone. Donc, ça favorise le sentiment de communauté. On vient de le voir tout à l'heure, l'appartenance et tout ça. Appartenir à une communauté étudiante. Ça favorise aussi les échanges directs, vous l'avez nommé. Ça favorise aussi d'avoir un feedback instantané, des questions et des interactions et tout. Donc, au niveau asynchrone, même chose, vous avez parlé de la flexibilité, vous avez parlé de l'autonomie et le temps de réflexion. Ça donne plus de temps de réflexion et d'analyse des données, donc pour assimiler aussi la matière, parfois au niveau asynchrone, c'est à votre rythme à vous. Donc, on sait que la courbe d'apprentissage des personnes, c'est pas elle n'est pas pareille d'une personne à l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui peut apprendre la matière en 1 heure, l'autre, elle peut l'apprendre en 4 heures. Puis ça, c'est une différence cognitive qu'il faut la prendre en considération aussi dans notre approche. Puis la synchrone, ça peut être une façon de favoriser euh, la différence au niveau de cours d'apprentissage. Donc, je donne des exemples inspirants. Puis ces 2 exemples, je me limite pour la présentation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans d'autres universités. Puis peut-être à la période de questions, des commentaires à la fin, vous pouvez nous partager peut-être d'autres moyens ou des exemples que peut-être votre université ou votre collège ou votre institution a mis en place pour favoriser l'inclusion, on va dire, ou l'accessibilité, l'équité dans vos institutions. Donc, comme l'Université de Montréal, elle a, dans ses modules asynchrones, elle utilise des modules asynchrones de 10-15 minutes. Et donc, dans un cours, on peut avoir l'équilibre entre les deux, plus 1 heure synchrone. Donc, une partie du cours, elle se donne synchrone, live, puis une autre qui se donne en module asynchrone de 10-15 minutes. Puis ça, selon les statistiques qu'on a trouvées sur l'Université de Montréal, puis cette pratique-là, ça les a aidés à réduire de 30% le taux d'abandon des cours. Donc, d'avoir juste cet équilibre-là, ça a aidé à améliorer la rétention de leurs étudiants. Donc, à HEC Paris, ils ont créé, j'ai vu le mot forum tout à l'heure dans le chat, donc ils ont créé des forums collaboratifs. Puis, ce qui a aidé, selon après les sondages, ils ont remarqué que l'engagement et la motivation des étudiants a augmenté. Donc, ça a renforcé cet engagement et cette motivation-là. Puis, ça les a laissé aussi le temps de poser des questions différées. Ça veut dire que même si je ne trouve pas la réponse maintenant, il y a quelqu'un qui va rentrer dans le forum à un certain moment, puis va me répondre peut-être à ma question. Donc, ce qui ne peut pas être donné parfois en mode synchrone parce que c'est limité par la durée ou par mode asynchrone parce que j'ai pas quelqu'un qui me répond tout de suite. Donc, le mode différé aussi de cette collaboration, c'est très bénéfique à certains moments. Le lien entre la charge cognitive et la motivation. Donc, la charge cognitive, elle est définie comme une surcharge mentale qui est due à trop d'informations simultanées.
Donc, beaucoup d'informations qui rentrent dans notre cerveau en même temps. C'est ça qui peut nous causer cette charge cognitive, la charge cognitive, c'est une des éléments ou les causes les plus importantes de la fatigue numérique. Donc, comme conséquence, ça peut impacter l'attention, ça peut impacter aussi l'apprentissage. Ce qui fait, c'est que notre attention va être réduite. Notre apprentissage, parfois, il va être surperciel parce qu'on va plus capter euh, toutes les informations, on va se limiter parfois. C'est parfois, on fait ça par blague. Je dis, ah, mon cerveau est devenu très sélectif dans l'information, ou mon cerveau, il va mémoriser seulement les choses les plus importantes. Mais parce que le cerveau, il y a une charge cognitive, il n'est plus capable de mémoriser tout, ou il n'a pas le bon filtre parfois de mémorisation. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention à ce niveau-là, cette charge mentale-là, ou la charge cognitive, qui peut nous amener à avoir l'épuisement à la fin. Donc, il y a la théorie de Sawyer aussi qui définit la même chose, la charge cognitive comme trop d'informations en même temps. Puis, l'impact qui vient avec, c'est que l'apprentissage, il va être moins durable. Donc, on a parfois des étudiants qui vont dire, euh, dès que je finis la session, je passe mes examens, j'oublie tout ce que j'ai étudié. Parce que sa charge cognitive était très élevée. Puis quand on est dans un milieu aussi synchrone ou asynchrone qu'on est à distance, on va avoir aussi la façon de travailler, parfois notre approche, d'aller chercher encore plus d'informations, d'aller faire des recherches pour comprendre, surtout quand on ne trouve pas le forum de collaboration qu'on a ensemble ou le forum de différer ou poser des questions ou les discussions. Donc, le sentiment de cette communauté-là. Parfois, il y a cette charge supplémentaire d'aller pour la recherche d'informations, pour aller chercher la compréhension des notions, donc ce qui nous donne encore plus d'informations. Donc, je vous donne à ce niveau-là aussi quelques d'autres statistiques. En 2020, ça a été déterminé que la tension a diminué de 25% après 40 minutes d'écran. Donc, c'est là où il faut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment dans un cours en continu. Donc, la rétention de l'information, c'est là on parle au niveau de notre cerveau, la mémorisation. Donc, en 2021, Harvard ayant déterminé que la rétention de l'information, elle chute après 50 minutes de contenu en ligne contenu. Ça veut dire qu'on a un contenu en ligne qu'on le donne, mais qui reste contenu sans pause pendant 50 minutes, 50 minutes, minutes de plus. Donc, l'Université Laval, dans une recherche qui en fait en 2022, ça donnait comme résultat que 60% des étudiants ressentent une baisse de motivation en enseignement asynchrone. Donc, c'est pas tout le monde. Donc, l'asynchrone, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est là où il faut voir, est-ce que mes étudiants y ont la capacité cognitive et motivationnelle, émotionnelle, physique pour pouvoir aussi assister dans des cours asynchrones. Donc, il y a certaines différences cognitives, des références neurologiques, que ça détermine que le mode asynchrone, ça se peut qu'il n'est pas le bon pour mon étudiant. Donc, comment je peux accommoder ces types d'étudiants-là aussi, même s'ils sont dans une université ou dans une institution académique, que leur approche d'enseignement, c'est l'asynchrone. Comment je peux accommoder mes étudiants qui ont cette différence neurologique-là? On le sait parfois, on a certains étudiants, ils vont dire, ah, je me sens parfois, euh, je me sens tout seul, ou je commence comme je m'ennuie quand je fais mon cours tout seul et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir comment on peut trouver peut-être des solutions à ce niveau-là pour couvrir, répondre aux besoins de ces étudiants. Donc, l'UDI et l'apprentissage numérique. Donc, comment ça intervient, l'équité, diversité, inclusion? Comme je le dis pour aujourd'hui, c'est pas magistral. On va voir les choses les plus importantes ou les points, les éléments les plus importants. Ça n'empêche que c'est un sujet très approfondi. Puis on peut, moi, toutes mes recherches, ce sont les sujets d'équité, diversité, inclusion. C'est pour ça, je sais que c'est un océan. Donc, pourquoi on intègre les principes EDI dans l'apprentissage numérique? Donc, quel est l'objectif? Donc, l'objectif principal, c'est rendre l'enseignement numérique accessible à tous. Puis ça a été dit depuis le début, le mot accessibilité.
comment mon enseignement numérique devient accessible à tous, puis qu'est-ce que je dois mettre en place, quelles ressources que je dois mettre en application ou quelles ressources que je dois mettre à disposition de ma communauté étudiante. Quand je parle ressources financières, ressources matérielles, ressources, tout ce qui est physique, les ressources aussi humaines et tout. Comment je peux rendre mon enseignement numérique plus accessible et accessible à tous? Donc, c'est ce qu'il faut penser. Donc, la stratégie, quelques stratégies inclusives qui peuvent être aussi prises en considération, c'est le sous-titrage parfois, la transcription. Puis ça peut aider à voir d'autres types d'étudiants. Et les étudiants malentendants ou les étudiants allophones, ça peut les aider à aller vers des cours dans des institutions académiques euh, régulière, qui n'est pas vraiment adaptée, mais parce que ces institutions y ont adapté leur programme. Puis moi, je sais, j'avais l'été, durant le congrès qu'on a fait cet été-là, j'avais parlé avec une responsable, c'était une vice-présidente d'une université en Tunisie, puis la Tunisie, elle fait partie de la francophonie, puis elle m'a parlé du programme qu'ils ont fait il y a quelques années, je pense que c'est leur troisième année, quelque chose comme ça. C'est un programme universitaire, puis des cours qui est destiné pour les étudiants et les professeurs malentendants. Donc, les enseignants et les étudiants. Donc, ils ont formé cette équipe-là pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants, mais en même temps avec la mobilisation d'un corps professoral aussi qui va les aider. Je ne sais pas pourquoi c'était la solution, mais ça peut être aussi, euh, c'était la solution qui a été trouvée pour garder le lien relationnel, peut-être un manque aussi au niveau de le côté financier pour aller chercher la technologie, mais la solution a été trouvée quand même. Donc, peu importe si on a les capacités financières ou non et toutes les ressources ou non en notre position, donc il faut toujours penser à une autre alternative qui peut quand même répondre à ce besoin-là. Donc, les flexibilités des délais pour les étudiants, travailleurs et jeunes parents, ça a été aussi, c'est aussi une stratégie qui peut aider dans pour favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie étudiante et la vie familiale, personnelle et parfois aussi professionnelle. Donc, il y a aussi la multitude aussi des outils, des formats aussi, donc audio, vidéo, des textes, parfois il y a des enregistrements de séances, parfois des ateliers aussi virtuels. Donc, c'est tout des stratégies qui peuvent aider les étudiants à aller chercher l'équilibre entre le synchrone et l'asynchrone qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'UNESCO en 2021, puis vous vous rappelez la période 2021, pourquoi? Parce que c'était la période COVID qui a joué beaucoup sur ce contexte-là. Puis l'UNESCO, parmi leurs missions, c'est l'éducation dans le monde. Donc, dans cette période-là où tout a été fermé, puis les écoles, puis les universités ne sont plus accessibles, c'était le volet numérique qui a pris la place. Donc, l'enseignement à distance qui a pris de place. Puis c'est là où ils ont déterminé que 40% des étudiants dans le monde, on parle dans le monde, n'ont pas eu accès à des outils inclusifs pendant la pandémie. Quand on parle inclusif, ça veut dire qu'ils répondent à leurs besoins. Puis ça peut être des ordinateurs, ça peut être d'autres façons, des outils d'accessibilité aussi, mais 40%, c'était quand même un pourcentage dans le monde. C'est pour ça que je le dis toujours, il ne faut pas voir notre contexte nord-américain ou notre contexte européen au niveau de la francophonie, mais il y a aussi dans le monde, puis dans le reste de la francophonie, des pays et des institutions qui ne sont pas capables de fournir ces outils-là pour leurs étudiants, puis pour leur communauté étudiante et professorale. Quelques modèles aussi, des exemples, ils peuvent être inspirants, mais aussi des modèles qui sont durables. Pourquoi les mettre en place de un pour l'objectif de la mise en place des modèles durables, c'est pour aller chercher la durabilité de l'enseignement, c'est pour aider à réduire la surcharge. On va favoriser le bien-être de la personne et développer l'autonomie et la résilience. Donc, pourquoi vous voyez les photos qui sont ici, là?
Ils sont pas, parfois, ils sont, ça, je l'ai fait exprès de mettre des photos qui sont loin des statistiques puis le contenu, mais vous allez voir, ce sont des symptômes, c'est des situations qu'il faut penser aussi en même temps quand on parle de bien-être. Voyez la jeune étudiante qui a une situation, une bonne nouvelle, ou une bonne ou une mauvaise, ça dépend de la personne, comment ça va être, comme aussi la fatigue qui peut aller parfois d'abandon de cours. La personne, elle a abandonné, puis il est parti aussi prendre sa pause. Donc, les autres qui sont en train de travailler, mais là, ils se déconnectent, puis ils vont aller vers leur téléphone. Ça aussi, ça nous arrive que parfois, on perd l'attention de notre éditoire, puis ils vont aller vers le téléphone, vers les réseaux sociaux, tout ça. Donc, pour ça, il y a l'Université de Sherbrooke, ils ont commencé dans certains cours à donner des pauses actives toutes les 45 minutes dans les cours synchrones. Donc, selon eux, dans des statistiques, ça donnait 22% de satisfaction. Donc, en Finlande, ils ont les journées sans écran dans les écoles. Donc, on connaît très, très bien la Finlande dans le on a toute la croyance et l'image sur le pays, que c'est les pays le plus heureux dans le monde, mais on voit, ils font beaucoup attention à tout ce qui est bien-être. Puis, ils ont créé ces journées sans écran pour leurs étudiants puis leurs élèves. Puis, selon les statistiques, ça donnait 70% de bien-être, de plus de bien-être dans les statistiques. J'ai pas leurs indicateurs de mesure en détail. C'est la statistique que j'avais trouvée dans ma recherche sur la Finlande, mais les détails les indicateurs de mesure utilisés, j'ai pas les détails, mais j'ai trouvé quand même le pourcentage de 70% est quand même très élevé. Puis ça peut expliquer pourquoi le bonheur dans les écoles en Finlande. Donc, le lien avec l'EDI encore au niveau du modèle durable. Donc, l'enseignement durable, il doit être équitable, comme on a dit, et inclusif. Et il doit prendre en considération toute la diversité des personnes, toutes les différences qui déterminent l'identité de la personne, mais aussi de son profil académique, son style d'apprentissage, ses capacités cognitives, mais aussi son contexte, parfois son contexte social, son contexte familial, son contexte économique, qui peut aussi jouer beaucoup dans sa motivation, dans notre enseignement, surtout que l'enseignement à distance est plus difficile parfois à attirer l'attention et la motivation et l'engagement des étudiants dans des circonstances où il y a pas le lien humain et dans des contextes où il y a des contextes socio-économiques un peu difficiles. Donc, c'est dans les réflexions, dans la mise en place de ces politiques, faire attention à ce niveau-là. Donc, de garder euh, l'identité de la personne en tête. C'est qui est devant moi? Qui est mon étudiant? Quelle différence qu'il a? Puis là, on tombe dans le phénomène, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc, une personne, elle peut avoir plusieurs différences qui déterminent son identité simultanément. Donc, les différences au niveau de sa culture, de sa religion, de son âge, une différence physique, une différence cognitive par rapport au sexe, par rapport à la situation économique, par rapport à sa personnalité. Donc, sont toutes des types de différences qui déterminent l'identité de la personne. Puis cette personne-là, elle fait partie de notre communauté. Donc, notre communauté étudiante puis professorale, puis il faut faire attention à ces détails-là. Puis ça, il y a plusieurs des bonnes pratiques aussi qui ont été faites pour chercher cette auto-identification parce qu'on s'entend que c'est juste moi qui peux s'auto-identifier que je fais partie de genre femme ou homme ou je suis autochtone ou non, ou je suis une minorité visible ou non. C'est seulement la personne qui déclare. Donc, on ne peut pas nous la déterminer à sa place. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la recherche, il y a des sondages, il y a une analyse qui doit être faite avant la mise en place de nos politiques de diversité et inclusion dans nos institutions. Puis ça prend du travail au niveau institutionnel. Quelques exemples, avec les deux prochaines diapos, on va voir quelques exemples concrets des actions qu'on peut mettre en place pour nous aider vraiment à surmonter la surcharge numérique ou la fatigue numérique, la prévenir et même la gérer si ça arrive. Puis ça peut être, comme ça a été donné tout à l'heure dans une des pratiques, la flexibilité dans les délais des échéances. Donc, son impact, ça réduit le stress lié à la charge cumulée,
favorise l'inclusion avec les personnes qui ont des contraintes personnelles et familiales. Donc, la multiplicité de formats de contenu. Donc, l'impact, c'est que ça s'adapte aux différents styles d'apprentissage. Les étudiants malvoyants ou avec connexion limitée aussi. Les sous-titrages, la transcription, on l'a vu, ça peut aider à l'inclusion de certains étudiants. Les pauses actives et le fractionnement des sessions aussi. Donc, pas besoin que ça soit contenu. On peut créer des pauses actives à certains moments. Les forums et les espaces de collaboration asynchrone, comme ça a été fait à Paris. Donc, ça peut aussi être un moyen de favoriser l'échange, puis favoriser l'inclusion et l'interaction sociale surtout. Donc, l'appartenance, qu'on parle tout à l'heure, l'appartenance à la communauté étudiante. Ça, c'est un bel outil qu'on peut mettre en place aussi. Une autre, l'accessibilité technique et matérielle. Donc, comme je dis, c'est pas tous les étudiants qui peuvent avoir accès aux outils technologiques. Donc, je sais, comme je dis, on se met toujours dans un contexte mondial international, que c'est pas toutes les universités puis les institutions qui ont la capacité de donner des prix pour des matériels numériques ou des ordinateurs ou des tablettes. Donc, c'est pas accessible à tous partout dans le monde. Donc, les étudiants avec handicap aussi, les plans d'intervention, les accommodements, ça aussi, c'est pas toutes les institutions dans le monde qui fonctionnent avec ça. Il y a certains pays qui ont plus avancé que d'autres, puis ça peut être que des exemples à prendre en considération dans le monde. Donc, le feedback régulier et personnalisé. Donc, favoriser, il faut mettre en place une tribune où on peut favoriser le feedback. Le feedback, c'est le mot qu'on utilise pour, c'est que c'est un peu anglophone dans un contexte de francophonie, mais parfois, on le comprend plus que la rétroaction. Quand on dit feedback, ça sonne plus. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Donc, ça favorise l'engagement, ça réduit la frustration, puis le sentiment d'isolement aussi. On encourage la co-construction. Parfois aussi, on demande à nos étudiants, avec la responsabilisation, qu'est-ce qui peut être un bon outil d'apprentissage pour eux dans son milieu, selon sa situation, donc, c'est peut-être fait aussi sous forme de sondage, de questionnaire, de forum de discussion. Puis, on peut aller, c'est là où ça peut nous aider à avoir euh, quel outil et quelle méthode d'enseignement que je vais mettre en place, quelle approche, et ça peut m'aider à avoir un milieu d'apprentissage inclusif et participatif. Donc, l'évaluation de la diversité diversifiée et progressive. Donc, on réduit la pression, la surcharge cognitive aussi. Donc, ça peut être plusieurs types. Donc, au lieu que ça soit la norme régulière, les examens, puis tout ça, ça peut être d'autres évaluations diversifiées, des quiz, des présentations, des discussions, parfois aussi des travaux d'équipe, des projets, des recherches terrain. Donc, plusieurs types d'évaluations aussi qui peut être diversifiées, mais qui va aller favoriser aussi l'engagement et la motivation de la personne, puis que ça ne devient pas monotone à certains moments, puis qui peut aussi valoriser les différents talents et compétences de nos étudiants. Donc, on peut aller chercher, développer d'autres compétences peut-être pour les aider dans le milieu professionnel, dans leur milieu académique, avec ce type d'évaluation-là. Donc, les pratiques et les actions, ils sont multiples. J'ai mis les plus utilisés, les plus faciles aussi à mettre en place, que ça ne coûte pas vraiment parfois beaucoup d'argent et beaucoup de ressources. Puis, ça ne peut être qu'un début vraiment pour favoriser l'inclusion. Donc, moi, je finis avec ça. Puis là, on va vous donner le temps de partage, de discussion et tout ça. Puis, vous avez, si vous voulez suivre le sujet de l'EDI, vous avez mon profil LinkedIn avec le code QR. Donc, on partage beaucoup aussi des informations sur les pratiques de management et d'inclusion générale dans les institutions. Donc, on ouvre, Élodie, peut-être la place, je vais juste supprimer ça. On ouvre la place peut-être dans les questions et les discussions. Donc, vous êtes les bienvenus. Et le partage peut-être des pratiques si vous avez aussi d'autres pratiques que vous avez mis en place. Oui, merci, Sana. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires à partager?
On a des merci beaucoup. Il y avait des éléments dans les... c'est ça. Il y avait des éléments dans les commentaires qui sont intéressants par rapport à la synchrone, en passant, Sana, sur une Pardon? façon Le synchrone permet à l'apprenant d'obtenir une réponse rapide, ça diminue le Ouais, stress. Alors, des gens qui commentaient, ouais, c'est ça. exactement. C'est ça, la différence entre la synchrone et synchrone. Merci, Marc. Alors, s'il n'y a pas de questions, il y a peut-être d'autres. Oh, attends, des merci. Alors oui, puis je me joins à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Je me joins à tout le monde pour te remercier, Sana, de ce webinaire. Ça porte à réflexion sur les choses qu'on peut faire pour rendre nos cours plus digestes, à quelque part, hein, qu'on puisse Ouais, exact. garder une bonne, ouais, éviter la fatigue numérique. J'en profite avant que tout le monde parte, juste pour des petites annonces, quelques petites Je annonces. pense qu'il y a Il une est encore le question. temps si vous voulez. Oh, pardon. Oh, il y a une question, je ne l'ai pas vue, je m'excuse. Ouais, je pense que je la viens de la voir, elle a apparu. Donc, OK. on parle quelles seraient les similitudes et les différences entre le modèle durable et la CUE. Donc, je sais que Mhm. la conception universelle d'apprentissage, ça, c'est un processus au niveau Mhm. institutionnel et tout, puis c'est une approche pédagogique vraiment qui aide à créer des environnements inclusifs et équitables. Puis quand on parle durable, parfois on fait le lien avec les objectifs de développement durable dernièrement. Donc, c'est la durabilité, mais le faire en lien avec un objectif. Donc, c'est plus ou moins, c'est là où on fait, donc la similitude, si on vise les mêmes objectifs, on vise la même finalité finalement, ce qui est l'inclusion puis l'équité tous, mais c'est dans l'utilisation des moyens et des outils peut-être qui peut être différente. C'est d'aller vers le côté macro quand on parle. Donc, de suivre les directives quand on parle les objectifs de développement durable, quand on parle d'accessibilité au niveau de l'éducation, donc éducation de qualité ou la réduction des inégalités ou l'égalité entre les genres. Donc, il y a il y a 17 objectifs de développement durable. Il y a des objectifs, il y a 169 cibles derrière ces 17 objectifs qu'il faut travailler. Donc, c'est là qu'on parle durable, c'est de répondre à ces objectifs-là de la durabilité que l'ONU voulait mettre en place dans le système éducatif à travers l'international. Donc, on vise la même chose, c'est juste que c'est les moyens puis les cibles qui ont été mises en place. Puis les objectifs de développement durable, il faut atteindre ces cibles-là en 2030. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est un autre sujet, un grand sujet. Est-ce Mhm. qu'après 10 ans, est-ce qu'on est prêt ou non? De 2015, quand ça a été lancé, on est 2025. Il nous reste un autre 5 ans. Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou non? Ça, c'est un très grand sujet. Donc, c'est ça Très qui peut grand faire la sujet. différence. Ouais. Ouais. Donc, merci Sana, je n'avais pas vu la question. Alors, merci pour cette contribution et ce webinaire. Je voulais juste faire des petites annonces. La première, il est encore le temps de vous inscrire au grand rassemblement du REFAD qui se déroule le 28, 29, 30 à Moncton, à l'Université de Moncton, notre partenaire dans l'organisation de ce grand rassemblement. Il y aura question certainement des questions touchant diversité, équité, inclusion. L'intelligence artificielle, entre autres, on a des conférenciers, ce qu'on a appelé des carrefours. Alors, allez voir la programmation, elle est disponible sur le site du REFAD et il y a des annonces. Alors, Élodie annonce régulièrement les nouveautés. Je voulais aussi vous dire qu'on a lancé il existait des façons de reconnaître les expertises et le travail qui se fait en enseignement à distance. On a créé deux prix, un prix individuel et un prix collaboratif. Il est encore temps de proposer des gens qu'on veut reconnaître, souligner les efforts et l'innovation. Donc, allez voir le site web pour voir ça aussi. Et j'en profite aussi pour vous inviter au prochain webinaire qui se déroulera le 8 octobre et qui s'intitule Apprendre l'approche SOTL, donc Scholarship of Teaching and Learning, pour lequel on n'a toujours pas de traduction équivalente, ou en tout cas pas encore, avec Isabelle Ladouceur et Chantal Bois du Collège La Cité à Ottawa.
Et j'espère que vous repartez parce que c'est un premier webinaire avec de l'énergie, des nouvelles idées, des inspirations, puis quelques pistes. Encore une fois, je te remercie, Sana, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ma collègue et complice Élodie, et merci à tout le monde et à bientôt. On se voit le 8 et j'espère qu'on se verra au grand rassemblement. Euh, on peut participer à distance ou en présence, mais on vous aime mieux en présence, ça c'est sûr. Il y a moins de fatigue numérique dans ce temps-là. À bientôt tout le monde. Super. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir. merci.